Nous sommes la semaine de la dénutrition et nous allons parler donc de la dénutrition avec Paul Tronchon, qui est le président fondateur de Saveur et Vie. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter Saveur et Vie, et puis me dire qu'est-ce que Saveur et Vie a à faire avec la dénutrition. Oui, Paul Tranchant, donc je suis président fondateur de Saveur et Vie, depuis 20 ans donc engagé dans la création de cette entreprise, bien sûr. Et avant d'ailleurs, j'ai eu un parcours dans la santé, ce qui m'a justement amené sur le sujet d'être sensibilisé au domaine de la dénutrition. Et j'ai vraiment fondé Saveur et Vie autour de cette problématique, justement en ayant maintenant deux activités qui existaient dès le départ de l'entreprise, donc une activité de conseil en diététique, donc avec des diététiciens nutritionnistes de l'entreprise, et des solutions de repas personnalisées, donc du portage de repas personnalisés au domicile, pour justement prendre en compte particulièrement cette problématique de dénutrition, parce qu'elle touche notamment les personnes âgées qui sont le cœur de cible de l'entreprise. Voilà. Quand vous dites personnalisé, c'est-à-dire en fait vous allez jusqu'où? C'est-à-dire en fait si j'ai un diabète un peu spécifique, plus un peu de cholestérol, vous allez faire, vous allez vous adapter à ma situation? Oui, on s'adapte vraiment à toutes les situations nutritionnelles qui peuvent être très complexes. Et c'est la marque de fabrique de Saveur et Vie dès le départ. Alors, au tout début, on n'avait pas tout le panel. Je dis souvent d'ailleurs que la montée en charge de l'entreprise et finalement le nombre de clients nous a amené à être de plus en plus qualitatifs et nous a rendu possible finalement cette très grande diversité de solutions. Donc tout ça pour dire que l'on a évidemment le diabète, c'est un exemple. On aime bien aussi les troubles du système digestif qui là demandent justement des particularités très fortes, notamment sur le type d'aliments, hein, notamment pour éviter les fibres, mais aussi parfois le faire de façon en suivant la maladie et du coup en ayant des portions qui soient très différentes, d'où le fait d'avoir un échange très précis avec la diététicienne quand on est dans ces situations-là, de suivre une prescription médicale et d'avoir un panel de solutions pour pouvoir justement répondre à cette demande qui est toujours différente d'une personne à l'autre, je dis souvent, et on a cette capacité aujourd'hui dans l'organisation de Saveur et Vie. Alors, comment ça se passe? Moi, je suis un nouveau client, j'arrive chez vous, je rencontre qui? Enfin, qui, alors, je sais pas si c'est le terme, mais j'imagine qu'il y a un bilan. Qui fait le bilan? C'est mon médecin? C'est vous? Comment ça se passe pour ensuite rentrer Alors, chez... évidemment, il y a plusieurs types d'entrées, hein. Donc, si on prend le cas maintenant le plus typique, c'est une personne effectivement qui vient d'un prescripteur chez nous, donc qui vient souvent d'un hôpital, qui nous connaît bien, qui connaît notre spécificité, une assistante sociale ou une diététicienne. Donc, on a ces deux profils dans les structures hospitalières, qu'elles soient des structures d'aigus, de médecine, qu'elle soit en sortie de chirurgie ou que ce soit en soins de suite. On a beaucoup de sorties de soins de suite qui viennent nous voir. Et du coup, là, on prépare la sortie d'hospitalisation et en principe, on propose un certain nombre de prestataires et on essaye justement de montrer qu'on a, nous, une qualification tout à fait particulière pour ces sorties d'hospitalisation. Donc, on a une information qui nous vient souvent de la personne elle-même, qui vient de la part d'un prescripteur ou le prescripteur lui-même si la personne est en situation de dépendance. Et à ce moment-là, on a déjà une indication sur la problématique de la personne, soit parce qu'on a l'habitude de ce prescripteur, soit parce que il vient avec une prescription médicale où il y a déjà les indications pour pouvoir traduire cette prescription médicale. Donc à ce moment-là, au téléphone, le diététicien échange et on a ce qu'on appelle un bilan nutritionnel. Alors quand on a un client
qui n'a pas grand-chose, bah forcément l'interrogatoire alimentaire est simple. Quand c'est un peu plus précis avec une prescription médicale, bien sûr, on va aller beaucoup plus loin pour pouvoir faire en sorte de proposer une proposition de menu qui corresponde à la problématique. Et ensuite, tout l'intérêt est bien sûr dans le suivi régulier de la prestation et de C'était ma faire en question. sorte que, voilà, que toutes les semaines, il y ait un réajustement et que, évidemment, la situation de la personne évoluant, on trouve bien sûr l'ajustement en fonction de cette évolution. Alors ça se fait par la diététicienne au téléphone, mais ça se fait aussi beaucoup par le veilleur-livreur, alors plus en termes d'alerte, de problématiques, et cet échange que l'on a voulu dès le départ dans la création de Saveur et Vie, d'avoir voilà, une vraie relation et une vraie réponse coordonnée entre le veilleur-livreur qui voit très régulièrement la personne et puis la diététicienne de téléphone qui peut corriger la prestation et qui peut avoir la personne elle-même au téléphone ou l'aidant pour comprendre et pour réajuster la prestation. Comme vous allez au-delà du portage de repas, enfin, dans votre approche, est-ce qu'on peut encore appeler ça un portage de repas? Enfin, comment est-ce que vous le qualifiez? Oui, au début, le problème d'appellation est important, surtout pour la communication qu'on fait du service. Au début, on n'aimait pas ce terme de portage de repas, parce qu'on était tellement différent de la C'est ça. solution qui était proposée il y a 20 ans hein, qui était proposée et qui était vraiment une solution collective avec menu unique, voilà, les choses ont évolué, hein, donc voilà, donc du coup, on appelait ça la livraison de repas personnalisés. On insistait beaucoup sur la communication autour de la livraison de repas personnalisés. Maintenant, je trouve que d'abord les choses évoluent. Il y a plus d'acteurs sur le marché. On a des solutions où finalement le terme du portage de repas a une connotation un peu moins négative, et on l'utilise aujourd'hui aussi en communication, donc alternativement la livraison de repas personnalisés au domicile, qui est un peu long, ou sinon le portage de repas qui évoque pour les gens en tout cas la situation de prise en charge au domicile de l'alimentation de personnes âgées, quoi. Voilà. Sujet d'actualité, la semaine de la dénutrition. Peut-être Ouais. présenter en quelques mots la semaine et puis en quoi Saveur et Vie participe à cette semaine Ouais, ou comment? on est très mobilisés. En tout cas, ça fait plaisir d'ailleurs de vous avoir pendant ce moment-là, parce qu'on est mobilisé en termes de communication, effectivement, à travers le collectif de la dénutrition, d'ailleurs collectif de lutte contre la dénutrition, et il s'appelle comme ça ce collectif, créé en 2016 par deux médecins, alors le professeur Éric Fontaine et puis le professeur aussi Agathe Reynaud, que je connaissais depuis plus longtemps, ayant fait mes classes à la Sciences publiques Hôpitaux de Paris avec elle, et elle est surtout extrêmement engagée, et on a beaucoup de projets de recherche avec elle, donc c'était naturellement que quand elle a lancé cette opération de sensibilisation du grand public finalement à la dénutrition, qui est quelque chose de peu connu du grand public, on s'y est associé tout de suite, Saveur et Vie, en faisant partie voilà, des premiers à rejoindre ce collectif. Il a un porte-parole politique qui est intéressant parce que Jérôme Gage a pris la parole là-dessus et a rejoint ce collectif. Et il s'est vraiment emparé du sujet. Il le raconte très bien dans l'histoire qu'il a autour de la dénutrition. Et pour moi, en tout cas pour Saveur et Vie, c'était complètement naturel de rentrer là-dedans parce qu'on a encore une fois, je le dis, créé l'entreprise autour de cette problématique il y a 20 ans. Que j'ai rencontré dans les hôpitaux. J'étais à la création des comités de liaison alimentation-nutrition, toute cette dynamique qui avait été faite dans les hôpitaux avec la sensibilisation sur le fait que les gens étaient dénutris quand ils étaient âgés dans dans les hôpitaux, et bien sûr pas que les personnes âgées, mais on donnait ce chiffre de 50% de gens dénutris à l'admission dans les hôpitaux pour les plus de 70 ans. Et le moment de l'hospitalisation n'arrange pas les choses. Donc, on augmente la dénutrition pendant le temps du séjour. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, la solution
Bien sûr, elle est autour de l'hôpital et de faire mieux dans les structures hospitalières. Mais je dis souvent, et à travers cette semaine de la dénutrition, je fais passer ce message que bien sûr, les hôpitaux doivent particulièrement bien prendre en charge et diagnostiquer surtout cette dénutrition parce qu'elle ne l'est pas suffisamment. Et du coup, mais en revanche, le problème est particulièrement important au domicile parce que les gens âgés vivent évidemment le plus souvent au domicile et surtout qu'elle est latente, qu'elle est présente au domicile comme elle est présente à l'admission des hôpitaux, c'est qu'elle est à domicile. Donc, il faut être bien évidemment dans une démarche de prévention, de sensibilisation de prévention. Et alors, nous sommes des acteurs de ça. Et ensuite, quand elle est diagnostiquée par un épisode de soins, eh bien, il faut bien sûr qu'on nous dise finalement que cette personne est dénutrie pour qu'on puisse la prendre en charge correctement. Et c'est tout ce cycle-là sur lequel Saveur-et-Vie est fortement engagé et content qu'il y ait cette semaine de la dénutrition. Euh, Quand on dit qu'une personne est dénutrie, comment est-ce qu'on mesure qu'une personne est dénutrie, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors il y a les critères de l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé qui définit les normes. Alors on peut d'abord retenir qu'une une personne est dénutrie et la dénutrition est définie comme le fait d'un déséquilibre entre les apports nutritionnels et puis les besoins du corps. Donc ça, c'est une première situation qui est intéressante à savoir, ce qu'est la dénutrition. Et ensuite, comment on la mesure? On la mesure surtout en prenant le poids. Toute la sensibilisation sur la semaine, c'est de dire le poids, c'est extrêmement important. Donc la courbe de poids, finalement, de la personne. Alors pour les enfants, on fait les courbes de poids. Pour les personnes âgées, moins, et c'est une erreur parce qu'effectivement, on a cette problématique avec l'âge. Et on définit une dénutrition qu'on appelle dénutrition modérée, le premier stade, qui est 5% de perte de poids en un mois. Donc pour une personne de 60 kilos, c'est 3 kilos en un mois. Donc là, on a finalement ce... Alors il y a évidemment ce critère qui est important. Après, il y a des critères qui peuvent être des critères biologiques, mais qui vont maintenant, dans les nouvelles normes, mesurer la sévérité finalement de cette dénutrition. Est-ce qu'elle est modérée ou est-ce qu'elle est sévère? Et dans ce cas-là, on a une albuminémie qui est faite pour doser l'albumine. Hein, voilà. On parle depuis très longtemps de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on en est encore à parler de ce sujet en 2021? C'est vrai qu'on en parle, mais on en parle dans les milieux voilà, comme nous, c'est-à-dire qui connaissons un peu le dossier de la silver economy, hein, parce qu'on se repère autour de... Donc voilà, et finalement, le grand public ne connaît pas beaucoup. On a encore énormément à dire sur le sujet, parce que la prévention en matière de nutrition a été beaucoup faite sur l'obésité. Le plan national nutrition santé, qui a démarré dans les années 2000-2001, a mis l'accent, et c'est normal, sur une problématique de santé publique autour de l'obésité, qui est voilà, mal du siècle, on le dit, avec beaucoup de conséquences sur les maladies, et qui touche les populations jeunes. Et moi, je dis souvent que le grand public retient beaucoup tout ce qui touche à la prévention de l'enfant, parce que les enfants, on y touche, c'est un truc qui touche très très vite le grand public. La personne âgée, comme on le sait, surtout dans le secteur de la silver economy, on sait très bien que c'est difficile de faire de la communication, de sensibilisation sur la personne âgée. Donc, la dénutrition souffre tout simplement de ça dans l'univers de la nutrition. Voilà. Et alors, pour donner un signe dans nos réflexions de marché oui, de marché ou de business dans la silver economy, je dis souvent que dans la nutrition, justement, la prévention de la dénutrition a un très bon retour sur investissement. Et la prévention de l'obésité, c'est beaucoup plus long pour avoir un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on a comme investissement en prévention? C'est si on est moins malade. Et l'obésité, pour avoir un retour, alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper, mais il faut à peu près 10 ans finalement pour travailler sur le fond d'une personne pour avoir voilà, une situation de stabilisation du poids ou d'amaigrissement qui soit continue, etc., et qui a un impact sur les fonctions de santé. Et les études sont, voilà, de retour sur investissement sont plus communes. Sur la dénutrition, en 3 mois, on fait le travail. C'est-à-dire qu'on a une vraie réduction des réadmissions à l'hôpital.
On a bien sûr des consommations de médicaments qui peuvent baisser et également des complications, bien évidemment, qui amènent d'autres épisodes de soins. Donc c'est très rapide. Si on le fait comme il faut, avec une bonne prise en charge nutritionnelle, on peut avoir des coûts de santé qui sont vraiment diminués. Et je ne parle pas, bien sûr, de la qualité de vie et de la mortalité qui est accélérée avec des situations de dénutrition. Si je fais atteint, par exemple, j'en viens à saveur et vie d'une dénutrition, on va dire, modérée, votre diététicienne va voir avec moi ma situation, je vais recevoir des repas adaptés à ma situation. Ma situation va s'améliorer. Donc, en fait, là, j'imagine qu'il y a un suivi pour adapter le régime. Sinon, en fait, vous allez me faire basculer, j'allais blaguer, mais à l'inverse, dans l'obésité. Voilà, dans l'obésité. Cela dit, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, c'est marrant, les populations évoluent aussi, hein. On a des gens qui arrivent dans l'âge où il y a des situations de dépendance et de service, justement comme de la livraison de repas, avec des situations d'obésité. Donc, il faut faire d'ailleurs le tri dans ce cas-là, et on parle beaucoup dans la semaine de la dénutrition particulièrement de la situation des obèses dénutris. Donc, de fait d'avoir été finalement dans des situations de surpoids pendant le. Voilà. Et au moment de la dépendance, quand arrivent des situations d'agression, de pathologie, etc., des baisses de poids rapides, et pour autant, un indice de masse corporelle qui est un indice de masse corporelle d'obèse. Du coup, il faut s'intéresser justement à cette courbe de poids, la diminution du poids, plus qu'à l'indice de masse corporelle, ce qui est le cas dans les nouvelles normes maintenant. C'est pour ça que je parlais de. Voilà. Ce qui veut dire que vous allez me suivre, en fait. Ma question, c'est ça, c'est comment est-ce que vous faites pour me Oui, oui. suivre? Alors, c'est pour ça que on a deux choses pour le suivre. Bon, bien sûr, on a le fait de l'interrogatoire du diététicien à qui on va parler de poids déclaratif, c'est-à-dire qu'au téléphone, bien évidemment, on ne pèse pas les gens et on va écouter ce qu'ils nous disent. Et donc, la diététicienne suit son poids déclaratif de la personne quand elle l'a régulièrement au téléphone. Mais on a aussi des offres aujourd'hui avec la présence de diététiciennes sur le terrain. Et ça, c'est un élément de Saveur et Vie important, c'est-à-dire on a développé des offres qui nous permettent d'avoir des pesées sur le terrain et des suivis alimentaires qui se font physiquement à domicile chez les gens. Alors, il y a bien sûr le fait de pouvoir y aller commercialement chez les gens avec la diététicienne au moment de l'installation. Ça, c'est le cas aussi auprès de nos agences, quand on est près de nos agences, mais de façon pas systématique. Donc, je le dis, ça fait partie d'une demande parfois des gens qui souhaitent nous voir, puis d'autres qui ne veulent pas nous voir. En revanche, on a des contrats avec des centres d'action sociaux où on met en place vraiment le suivi de la dénutrition. Et on a une marque qui s'appelle le Passeport Nutrition Santé, qu'on a développé, on a communiqué là sur la semaine de la dénutrition beaucoup sur ce sujet-là, avec la ville de Chaville, la ville de Gonesse. On a plutôt aussi avec qui on a développé de très beaux projets sur ces dossiers-là, où là, on a une détection de la dénutrition qui est faite au domicile sur toute la population qui est prise en charge en portage de repas pour la ville, et ensuite en fonction de la situation de dénutrition, hein, si c'est un dénutri sévère, si c'est un dénutri modéré ou si c'est quelqu'un à suivre, on va avoir une fréquence de passage du diététicien qui va être d'une semaine si c'est quelqu'un qui est justement en situation très difficile, un mois pour une dénutrition plus modérée qu'on doit suivre, voilà. Et bien sûr, à ce moment-là, il y a pesé, il y a la possibilité de réajuster, bien évidemment, le choix, les régimes, les aversions, pourquoi ça ne va pas, pourquoi la personne ne mange pas, mettre de l'alimentation enrichie pour les personnes en situation de dénutrition, donc avec des plats qu'on a mis au point sur de l'alimentation enrichie, dans l'alimentation normale particulièrement, mais aussi, bien évidemment, la préconisation de CNO, de compléments nutritionnels oraux qui ont un effet booster important, mais qui ne peuvent pas rester très longtemps au domicile, bien évidemment, parce qu'il y a aussi un effet de satiété et anorexigène du CNO qui est bien connu également. Donc, le fait de le mettre dans l'alimentation normale, c'est important. Et ensuite, bien sûr, l'information au médecin traitant. Donc ça, c'est toute la logique du passeport nutrition santé qui a été développé dans le cadre de nos activités avec les centres d'action sociaux.
Si je vous suis, c'est-à-dire que dans une ville, par exemple, là, je pense à quelqu'un de ma famille qui a plus de 80 ans, qui reçoit un partage de repas à Nancy par la cuisine centrale de Nancy. Est-ce à dire qu'en fait, même dans cette zone en question, vous pourriez venir en complément? Parce que j'imagine que la Alors, cuisine centrale fait le repas classique, les repas classiques, d'ailleurs, c'est les repas classiques. oui. Et si une tranche de personnes est dénutrie, vous pourriez faire le complément ou prendre le relais. Alors ça, c'est possible. On le fait assez régulièrement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est né, nous. C'est-à-dire qu'on a toujours fait finalement le relais de ce que faisait pas la mairie, D'accord, c'est en ça, gros, hein. d'accord. Donc ça, c'est vraiment la naissance de Saveur. Il y a 20 ans, on n'avait pas de contrat ville, donc on ne faisait que ça, quoi. Les complémentaires, en mieux, en tout cas différemment, en mieux, en tout cas de ce que pouvait pas faire la mairie. Et au fur et à mesure que l'on a avancé avec les contrats, on a bien évidemment mis les spécificités dans nos contrats, pas toujours d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des villes qui soit ne peuvent pas se payer la prestation, soit ne le souhaitent pas pour un tas de raisons, voilà, et nous demandent de le faire dans le cadre de l'activité que l'on a en B2C direct. Donc Oui, voilà, oui, prendre le relais. c'est Oui. possible, voilà, on prend le relais, donc il n'y a pas de problème. Donc du coup, on a effectivement cette solution. Alors je vous dis pour le dire bien clairement, à Nancy, aujourd'hui, on n'a pas de diététiciennes physiquement qui vont venir voir votre aïeul à Nancy ou vos parents. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde d'ailleurs pour développer ça, parce que c'est très utile, c'est important et c'est très très complémentaire de notre activité et c'est notre savoir-faire, quoi. Voilà. On a développé aussi, pour aller sur ce segment vous me posiez la question de la diététique et de la prévention, comme on est sur la semaine de la dénutrition, on a développé un très beau projet avec la CNAV, avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, justement sur la possibilité de mettre à disposition un diététicien en sortie d'hospitalisation quand la personne va avoir les aides de la CNAV, hein, notamment la RDH, hein, qui est l'aide au retour à domicile après hospitalisation. Et là, systématiquement, grâce à la CNAV, elle va avoir un bilan nutritionnel qui va être suivi de 2 conseils de suivi à 1 mois et 2 mois. Et on va justement détecter les gens dénutris de sortie d'hospitalisation grâce à la CNAV. Et là, ce sont des diététiciens de Saveur et Vie. Donc, on a maintenant une équipe entre ça, plus les cas classiques dont je parlais avec les CCAS, plus les projets que l'on mène en sortie d'hospitalisation, on a une vingtaine de diététiciennes aujourd'hui sur le terrain qui sont très actives justement avec le fait de pouvoir faire des bilans nutritionnels et surtout relayer l'information aux médecins traitants parce qu'on rentre dans cette boucle qui est finalement l'activité paramédicale et qui demande bien évidemment de faire le lien avec le médecin traitant, absolument. Est-ce qu'il y a un profil de la personne dénutrie et est-ce que ce profil en 20 ans a évolué? C'est une bonne question. Évolution, je parlais tout à l'heure qu'on a bien sûr sans doute un peu plus justement, peut-être d'obèses dénutris. On ne l'a pas calculé là sur l'évolution sur 20 ans, mais comme ça, en sensation comme ça, oui, on a un peu plus de gens qui ont eu des problèmes d'obésité et qui arrivent en situation de dépendance avec une perte de poids liée à un épisode de soins, d'où le fait d'être sensible à cette problématique de l'obèse dénutrie. Et sinon, je dis toujours, on a les mêmes proportions, hein, ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, ce n'est pas assez connu. C'est la deuxième année qu'on a une semaine de la dénutrition, hein, donc c'est aussi assez récent, la communication grand public. Et puis, on espère aussi qu'il y a à la fois une communication sur le domicile auprès du grand public, mais je pense que le collectif aussi a vraiment envie que par une mobilisation grand public, on soit également mobilisé dans les structures de soins parce qu'on ne diagnostique pas assez la dénutrition à l'intérieur, encore une fois, des structures de soins, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est problématique pour nous quand on prend en charge derrière parce que bien évidemment, ça ne met pas en valeur et en lumière le fait qu'un portage de repas ou une livraison de repas doit être personnalisé. Moi, je me bats comme ça depuis 20 ans. C'est extrêmement important parce que sinon,
on ne prend pas en charge finalement, évidemment, les gens qui en ont le plus besoin, au sens où il faut absolument personnaliser une prestation pour pouvoir répondre à des problématiques de déduction. On ne fait rien avec une logique de menu unique, sans personnaliser les prestations, quoi. Voilà. Mais j'imagine que si la personne est seule, si on est veuf, par exemple, ou veuve, moins envie de faire à manger, ça, c'est des facteurs aggravants, par exemple. Oui, 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 c'est des facteurs aggravants. Je dis souvent qu'on ne fait pas tout aussi avec la livraison de repas à domicile. Il faut savoir être aussi complémentaire et être avec d'autres. Donc, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les partenariats qu'on a avec les services d'aide à domicile, hein. On sait très bien que la présence à domicile est extrêmement importante. Voilà, et bien évidemment qu'on est promoteur de ça également, mais avec un vrai savoir-faire, encore une fois, sur l'approche nutritionnelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bien faire. Et d'ailleurs, on fait des formations d'aide à domicile. Donc, on a une activité de formation à travers Saveur et Vie Conseil. Et également, bien sûr, on est complémentaire dans la mesure où très souvent, on peut livrer pour 3 jours, par exemple, et puis l'aide à domicile fait le repas pour les autres jours. Et on a aussi une façon d'agir qui permet de faire la livraison de repas à domicile, et l'aide à domicile est là pour le temps du repas ou pour d'autres activités, bien évidemment, qui sont extrêmement finalement intéressantes. Même si on comprend bien évidemment que les services d'aide à domicile aient également intérêt à préparer le repas avec la personne, parce que c'est aussi très important de préparer le repas avec les personnes pour pouvoir développer finalement un élément de convivialité qui est extrêmement important. Mais en tout cas, on s'adapte et on est complémentaire sur ces formules-là, quoi. Donc Euh, l'isolement, pour répondre, parce qu'on était sur l'isolement, on traite ce sujet-là avec la présence régulière de nos veilleurs-livreurs. Je dis souvent, c'est parfois c'est la ça, seule d'accord. personne qu'on voit, hein. Vraiment, c'est très Donc, important. c'est-à-dire qu'en fait, c'est des livreurs, entre guillemets, qui ont été formés. Absolument. Ouais, ça a été dès le début, et bien sûr, on a démultiplié au fur et à mesure de l'avancée en entreprise la formation de ces veilleurs-livreurs. Il y a à la fois une formation, bien sûr, savoir-être, savoir-faire Et, sur ça, ce métier-là, puis savoir détecter, savoir détecter, détecter et on a des outils. oui, Et on savoir a, détecter ce qui n'est pas dit, ce qui est pas dit, ce qui est pas forcément dit, par exemple. C'est tout à fait vrai. Donc ça, alors, bien sûr, on ne fera pas tout faire au veilleur livreur, je dis souvent, hein, c'est une alerte, hein. Donc Mm. voilà, et d'où le fait d'avoir l'échange avec la diététicienne régulièrement pour que les bonnes questions soient posées ensuite et qu'il y ait le contact aussi avec les aidants s'il y en a. Le veilleur-livreur, il est aussi outillé. C'est aussi l'important, c'est que petit à petit, on a mis un système d'information pour tenir notre promesse. Bien évidemment, l'information est essentielle, quoi, hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure à travers l'échange au moment de la commande, au moment de la connaissance de la personne, mais aussi tout au long de la prestation. Et ça, le veilleur-livreur a un smartphone où on a maintenant, en temps réel, finalement, les informations et les alertes qu'il met, qui sont remontées à la plateforme diététique, et le diététicien voit tout de suite, bien évidemment, les problématiques qu'il peut avoir au moment de la livraison. Et cette digitalisation, finalement, de l'information, que l'on a voulu à la fois sociale, à la fois sur la nutrition, on est allé jusqu'au bout maintenant, parce que on peut également commander en ligne directement par un e-shop les repas à domicile maintenant, sans forcément avoir ce temps du téléphone, qui pour certains est très utile, parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pour d'autres est un problème, parce que voilà, parce que c'est pas évident de prendre son téléphone pour un tas de raisons, que c'est les dents qui commandent, etc. L'accès finalement à l'alimentation, aujourd'hui, on l'a rendu extrêmement simple avec une commande de bout en bout en ligne, et on est les premiers à avoir fait ce e-shop de la livraison de repas à domicile pour seniors. Il y a une question qui me vient. Quand on fait de la prévention, c'est aussi changer les croyances, j'imagine, des personnes. Certains ou certaines pensent qu'en vieillissant, on a moins besoin de manger. C'est une croyance, C'est ça. vrai, ça, souvent j'aborde ce sujet de la croyance ou de la culture, parce qu'on est même sur un élément culturel fort, hein, qui est de dire la personne âgée a besoin de moins manger, quoi. C'est Voilà, ça, parce ouais. qu'elle est vieille, on mange moins. Or, là maintenant, voilà, donc pour ça, ben, on relaie les informations des études extrêmement claires qui, bien évidemment, montrent que les besoins de la personne âgée sont les mêmes qu'une personne adulte. C'est très difficile à faire passer ça, honnêtement très difficile. Les aidants entendent ça,
les personnes elles-mêmes, peu. Donc, il faut y aller par petites touches et c'est tout l'enjeu d'enrichir l'alimentation parce que quand on a cette culture du manger moins aussi parce que le sentiment de satiété arrive très vite parce que quand on est plus âgé. Donc du coup, il y a un changement dans ces signes d'alerte finalement. Et donc, il faut trouver des astuces souvent. Et ces astuces-là, elles sont plus portées par les aidants que les personnes elles-mêmes, notamment l'enrichissement de l'alimentation. Voilà. Donc l'aidant Un un relais. vecteur, Un voilà, est un vecteur. vecteur extrêmement important de la prévention. Donc, voilà. Enfin, si on revient pour conclure à Saveur et Vie, quelques chiffres et puis parlez-nous d'avenir, j'allais dire. Bon, les chiffres, bah, c'est qu'on progresse bien évidemment et les éléments ont été très dynamiques en termes de chiffre d'affaires sur ces 2 années là, parce que il y a eu le moment il y a eu 2020 qui était un élément extrêmement important avec les confinements où on a été très actif hein, dans les confinements. Alors, ça a été aussi difficile parce qu'il a fallu mettre au point des moyens très rapidement pour pouvoir répondre à la demande en fait quoi. Donc du coup avec une montée en charge du chiffre d'affaires important et l'année 2021 a été pour nous bah, la continuité finalement de garder le plus possible de ses clients et donc de continuer notre progression et surtout de mieux organiser et rentabiliser encore. Donc, on a beaucoup continué à investir sur le système d'information, on en parlait tout à l'heure. Avec encore une fois le lancement du e-shop, ça a été 2021 a été pour nous en termes de lancement un élément important. On continue, on est 260 dans l'entreprise maintenant, donc on arrive à D'accord, ah une oui. taille, voilà, une taille qui nous permet de viser une place dans les ETI. Donc on a envie voilà, de continuer. On a ouvert une agence à Marseille, voilà, il y a maintenant 1 an et demi. On va développer aussi d'autres régions pour qu'on ait plus d'agences de proximité, parce on a quand même une très grosse présence en Île-de-France, mais pas suffisamment en région. Donc la région des Pays de la Loire maintenant est bien développée, la région PACA commence et on va toucher maintenant d'autres régions. Voilà l'ambition de Saveur et Vie. Et également de pouvoir encore une fois sans doute continuer notre dimension multicanale de développement commercial. Donc j'ai parlé de la digitalisation avec l'e-shop, mais aussi beaucoup le développement qui s'est fait avec le milieu des assureurs mutuels et notamment les assisteurs, parce que la période Covid nous a permis d'être plus visibles et de faire des actions avec eux, notamment des partenaires comme Malakoff Humanis, avec qui on travaille beaucoup justement sur la semaine de la dénutrition, mais aussi les assisteurs Intermutuelle Assistance et RMA avec les groupes, que ce soit Massif, Maïf, que ce soit le groupe Vive sur le côté RMA. On a du développement sérieux sur ce dossier-là, donc on va continuer dans les années qui viennent. Super, merci. Merci Paul Tronchon. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Saveur et Vie. Merci beaucoup. Merci Frédéric.